Bonjour Didier Decoing. Bonjour. Et merci de venir nous parler de votre roman, paru chez Stock, Le bureau des jardins et des étangs. Miyuki est une jeune veuve, plus si jeune, qui après la mort de son époux va tenter le voyage qu'il faisait pour aller livrer des carpes dans la cité impériale du Japon médiéval. Est-ce un roman d'amour ? Oh oui, d'abord et avant tout, c'est un roman d'amour, c'est une histoire. Alors en plus, entre une jeune... Bon, elle n'est pas si vieille que ça d'ailleurs, Miyuki. Pour l'époque, 27 ans, c'était un peu avancé. Mais c'est une jeune femme vivante, son mari est mort, mais pour elle, dans son esprit, dans son cœur, il continue d'être vivant, d'exister d'une certaine façon. Et elle n'entreprendrait jamais un voyage aussi fou que celui qu'elle va entreprendre si elle n'avait pas la certitude que le dénommé Katsuro, son mari, n'est pas à côté d'elle. Elle a l'impression qu'elle peut s'appuyer sur elle. Et c'est un sentiment qui m'intéresse beaucoup, que je constate de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, quand je vois des jeunes veuves, jeunes ou pas d'ailleurs, qui ont perdu leur compagnon et qui donne l'impression qu'il est toujours à côté d'elle. D'abord parce que ça leur fait du bien, mais aussi parce que je crois qu'elle le pense profondément. Et c'est un sentiment qui me touche beaucoup. Le roman raconte aussi la rencontre de deux personnages, donc Miyuki, la paysanne, pas du genre à respecter les interdits, et Nagusa Watanabe, qui est directeur du bureau des jardins et des étangs, que la vieillesse envahit comme une moisissure. C'est donc la confrontation aussi de ces deux expériences de vie, ce roman. C'est la confrontation aussi de deux mondes, parce que Nagusa est représentante du monde impérial, de la ville impériale, qui est un monde d'extrême raffinement, qui est un monde de beauté, qui est un monde de pureté. Et la petite Miyuki, elle vient du fin fond de la paysannerie nippone de cette époque, qui est un univers misérable, un univers qui a faim, un univers qui a peur, un univers qui souffre, un univers qu'on pressure. Et normalement, ils ne sont pas faits du tout pour se rencontrer. Et c'est parce qu'ils ne sont pas faits pour se rencontrer qu'un roman peut naître. Alors, le Japon où vous avez placé votre histoire, est-ce un Japon rêvé ? Le Japon de ce livre est un Japon authentique. Il a existé pour de vrai. Disons qu'il se situe entre l'an 800 et l'an 1200. C'est une parenthèse enchantée, c'est une bulle. C'est un moment où le Japon et les Japonais ont tout fait pour la beauté, le raffinement, la pureté, etc. Ils en étaient arrivés à supprimer la peine de mort, ils ne mangeaient plus d'animaux du tout, parce que le bouddhisme venait de faire son entrée chez eux et protéger toutes les vies. Nous, pendant que nous nous battions dans nos châteaux forts à coups de masses d'armes, qu'on s'éventrait avec des épées, eux, leurs tournois, c'était des tournois de poésie, des tournois de parfums, des tournois d'arrangement de bouquets de fleurs, etc. C'est une époque absolument inouïe. Alors non seulement dans l'histoire du Japon, mais je pense dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, il y a eu tout de suite, elle a basculé, et puis on est tombé dans le shogunat, et puis aussi la guerre, la violence, enfin tout ce qu'on a connu après de ce Japon des samouraïs qui s'éventrent les uns les autres. Mais là, il y a véritablement une parenthèse extraordinaire. Et j'ajoute que c'est probablement à ce moment-là qu'est né l'art du roman, lancé par les courtisanes de l'empereur, qui étaient des femmes qui avaient 15 épaisseurs de robe sur elles pour que ça fasse plus beau, etc., qui ne pouvaient pas se déplacer tellement c'était lourd, et qui donc se posaient quelque part dans les salles du palais impérial et parlaient entre elles, alors d'un beau prince qu'elles avaient vu passer dans les couloirs, qui peut-être leur avait fait une œillade, et commençaient à s'inventer des histoires d'amour. Et à force de les inventer en parlant, un jour il y en a une qui a dû prendre une feuille de papier, un pinceau et de l'encre noire et commencer à raconter cette histoire d'amour. C'est notamment le cas d'un livre qui est fondateur pour les Japonais, qui est le dit du Genji de Murasaki Shikibu, et qui sort d'un prince un peu casanovien, parce qu'il est pas très, il est un peu coquin, le prince Genji, mais il est beau comme un dieu. Et c'est vraiment l'invention du roman tel que nous le lisons nous aujourd'hui, c'est-à-dire du roman d'amour, du roman sentimental, du roman psychologique, du roman d'aventure. Je pense que c'est plus là que Homère et l'Odyssée. Ce livre parle, vous l'avez dit, de parfum, d'odeur. Beaucoup, c'est très présent. Est-ce que c'est un défi pour vous, écrivain, d'écrire les odeurs ?
Écoutez, prenez un dictionnaire des synonymes, cherchez par exemple à bruit. Vous allez trouver une liste infinie de bruits. Bon, certes, ils mettent des cris d'animaux, mais même si vous enlevez les cris d'animaux, il y a une foultitude de bruits. Cherchez posture, attitude. Et tout d'un coup, cherchez odeur ou parfum. Et vous verrez que c'est extrêmement limité. Nous n'avons pas mis au point. Je sais que pourtant en France, on est doué pour les synonymes, les méthodes. On n'a pas vraiment trouvé tous les mots qu'il fallait pour raconter les odeurs. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui avait fait ça formidablement bien avant moi, c'est Patrick Süskind avec son roman Le Parfum. J'ai un peu ramé pour exprimer toutes les odeurs très diverses de surcroît, très, très contrastées, qui étaient celles de ce Japon-là, entre les odeurs d'étable, les odeurs souillées quoi, de la paysannerie de Miyuki, et puis les odeurs incroyablement raffinées de la ville impériale du jeune prince, du jeune empereur. Oui, c'est un choc de mots, c'est un choc d'odeurs, et c'est un choc de concepts. Il m'a semblé aussi que c'était peut-être un livre qui parlait de métaphysique. C'est peut-être un bien grand mot, non. Mais... Vous n'avez pas tort. C'est un livre qui parle de métaphysique parce que l'âme japonaise est tournée vers une forme de métaphysique. Il faut d'abord se dire qu'ils avaient deux religions qui cohabitaient à ce moment-là, deux religions plus philosophiques d'ailleurs que religieuses. Le shintoïsme, alors ça, c'est quelque chose, ça a 800 000 dieux et des idées, surtout des idées. Et puis le bouddhisme, un bouddhisme un peu particulier, celui qui était arrivé au Japon à ce moment-là, dans le Bouddha de la terre pure, etc., mais qui est un bouddhisme qui ressemble, qui a un paradis, qui est bon. Donc ils avaient déjà ça. Et eux-mêmes voient toujours les choses, comme disait Jacques Prévert, il y a des choses derrière les choses. Ils voient une rivière, un tronc d'arbre qui glisse sur la rivière, c'est peut-être un tronc d'arbre glissant sur une rivière, mais c'est peut-être aussi autre chose. C'est peut-être un dieu, c'est peut-être une histoire, tout simplement. C'est peut-être le rêve de quelqu'un qui s'est transformé en tronc d'arbre et qui glisse sur la rivière des songes. Il y a chez les Japonais une tentation de l'au-delà qui est constante. D'ailleurs, même chez les contemporains, regardez à quelqu'un comme Haruki Murakami, notamment son grand livre 1Q84, qui commence vraiment d'une manière tout à fait d'aujourd'hui, une jeune femme prise dans un embouteillage sur une autoroute, mais quelques pages plus loin, elle va ouvrir sa fenêtre, regarder le ciel de nuit, et elle va voir deux lunes, et ne pas s'en étonner. Est-ce que si on voyait deux lunes dans le ciel, on téléphonerait à la télévision, il se passe quelque chose. Non, ils acceptent l'impossible, le surréalisme. Oui, ce sont des surréalistes en fait. Donc forcément un peu métaphysiciens sur les bords. Ce fut un long travail pour restituer cette culture, justement tout ce Japon, le digérer pour le redonner avec autant de légèreté dans le livre. J'ai mis 12 ans, alors si je dis à écrire, non parce que la rédaction est intervenue un petit peu plus tard, mais à concevoir le livre, à le nourrir, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai une admiration sans borne pour la civilisation japonaise et pour les Japonais, et je voulais pas, moi, petit Français, écrire une pochade. Je voulais être le plus respectueux possible de ce qu'avait été leur monde. Et la seconde raison, c'est que je me connais, je travaille beaucoup avec mon imagination, mais c'est vraiment la folle du logis chez moi. S'il n'y a pas un bastingage extrêmement solide dans lequel je l'enferme, ça devient n'importe quoi. Et j'avais besoin d'une documentation très solide, ne pas pouvoir sortir de la rigidité de l'authentique. Rester dans un précaré bien fermé, voyez-vous. Alors, il a fallu que j'aille chercher ces éléments. Parce qu'à chaque fois, par exemple, je disais, elle se couche, elle s'allonge. Sur quoi ? Les Japonais dorment sur des futons. Oui, mais à l'époque médiévale, c'était comment les futons ? Est-ce que c'était des futons d'abord ? La nourriture, les transports, les villes, les croyances, tout est différent, déjà parce que c'est le Japon, mais a fortiori parce que c'est une autre époque, tout était différent de notre aujourd'hui à nous. Donc voilà, alors comme je ne parle pas japonais, il y a tout un pan de documentation qui m'était interdit, les livres japonais, donc je me suis constitué une bibliothèque à base de livres français et anglais. J'ai quand même trouvé pas mal de choses, et surtout, je vais vous dire, j'ai travaillé beaucoup avec les estampes.
Parce que les estampes sont des espèces de documents. Ils sont très précis, les Japonais, très exigeants dans la qualité de l'image. Et ça me racontait la vie quotidienne de ces gens, des marchands, des pèlerins, des aubergistes, des prostituées qu'ils appelaient les empileuses de riz, des gens sur les rivières avec leurs bateaux, ils avançaient avec des perches, etc. J'ai vraiment vécu à travers ce livre. Est un livre qui est nourri d'images. Pour terminer cet entretien, une dernière question. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? L'un des livres qui m'a le plus bouleversé, que je tiens pour un des grands chefs-d'œuvre du roman, c'est Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata, qui est un écrivain japonais moderne. Enfin, il est mort le lendemain de la guerre, mais parce que c'est une écriture de cristal. C'est ce après quoi je tends. C'est ce que je cherche désespérément. C'est la note exacte à Kawabata. C'est jamais superfétatoire. C'est jamais trop lourd. C'est parfaitement le mot qu'il faut, là où il le faut, quand il le faut. Et en plus, l'histoire qui est toute simple, mais qui est très belle, de vieillard, qui loue le droit de dormir une nuit à côté d'une jeune fille, très pure, très fraîche, qu'on a endormie, et à laquelle ils n'ont absolument pas le droit de toucher. Sinon, éventuellement, leurs doigts, au vieillard, peuvent effleurer les gencives de la belle endormie, mais c'est tout, on ne va pas plus loin. Pourquoi font-ils ça? Parce que ils puisent là une sorte de nouvelle jeunesse. Ils retrouvent la fraîcheur et la jeunesse. C'est un livre sublime, pas gros. Je l'ai en je ne sais combien d'éditions et j'ai derrière moi, dans mon bureau, un grand portrait à la plume de Yasunari Kawabata qui regarde par-dessus mon épaule. Et de temps en temps, moi je regarde vers lui, je lui dis alors. Des fois il fait donc je reprends ma feuille, je continue, je recommence. Merci beaucoup Didier Decoing d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci.